Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Philippe Curval. Il y a un peu moins d'un an, en fait, on s'était retrouvés ici pour accueillir un extraordinaire recueil de nouvelles. On est bien seul dans l'univers, qui parcourait l'ensemble de l'œuvre de nouvelles de Philippe Curval. Donc un travail, une sélection faite par Richard Combalot qui était assez incroyable, et qui allait de nouvelles qui ont été écrites il y a plus de 40 ans à des nouvelles qui ont été écrites il y a 2-3 ans. Oui, un an même. Et on y avait évidemment retrouvé et découvert plein de choses. Et là, ce soir, on a la chance d'avoir deux ouvrages donc, qui viennent de paraître à la Volte il y a quelques semaines. Alors, deux ouvrages qui sont très différents, mais qui parlent quand même toujours de la même chose. Parce qu'ils parlent en fait d'amour, d'art et de création, fondamentalement. Et ça, c'est des choses qu'on avait retrouvées réellement dans presque toutes en fait les nouvelles, parce que je pense que c'est des choses très importantes pour Philippe Curval. L'amour, la création. Donc on va voir pourquoi, parce que ça prend pas exactement les mêmes formes évidemment dans les deux. Donc on va peut-être parler d'un souvenir de Lottie d'abord, qui est plus court, vous pouvez voir. Donc c'est une novella. Alors moi j'aimerais bien savoir, parce que j'ai le sentiment que un souvenir de Lottie n'est pas surgi comme ça de nulle part à la Volte en 2018, c'est que cette novella elle a une histoire. Oui, d'ailleurs il y a eu une première édition en 75. Gérard Klein a voulu faire dans Hier et Demain un ensemble de nouvelles qui s'appelait Utopie 75, dans lequel il y a eu Christine Renard, Jean-Pierre Andrevon, Jury et moi. Et donc ça s'appelait Un souvenir de Pierre Loti. Alors pourquoi Pierre Loti? C'est parce que d'une part, j'ai quand même une certaine admiration pour quelques-uns de ses livres, en particulier Asie Haïdé, mais surtout parce que j'avais commencé un livre de lui qui s'appelle Madame Chrysanthème. Et Madame Chrysanthème, c'est assez étonnant parce que donc c'est Loti qui arrive au Japon et il découvre un monde, parce que vraiment à l'époque, les Occidentaux qui allaient au Japon, il n'y avait pratiquement pas, et là il découvre un monde absolument ahurissant qui ne ressemble absolument à rien. Et ça me donnait l'impression vraiment qu'on a dans certains romans de voir des extraterrestres. Et donc j'ai commencé Madame Chrysanthème et je l'ai entièrement réécrit le début en changeant absolument tout et en créant cette planète Nopal qui est une planète d'utopie. Et alors à partir de là, donc je suis parti sur l'ensemble de ce livre. Et puis le livre était parti et j'avais les droits, etc. Et puis dernièrement, donc quand ma femme est morte, je me suis dit que ce roman cette novella était vraiment tout à fait destinée à perpétuer son souvenir pour moi. Et donc je l'ai réécrit complètement dans l'esprit justement de la mort de ma femme et de la tragédie que ça peut apporter. Mais l'intérêt, c'était justement que cette tragédie, elle se passait dans un lieu utopique. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer que ce lieu utopique était une espèce de concentré de toutes les races de l'univers qui avait créé un lieu utopique dans lequel toutes les races pouvaient se rencontrer sans aucune difficulté. C'était un lieu tout à fait étrange, bizarre, où tout était accueilli par des petites personnes. Ces petites personnes, c'était justement les petites japonaises que Loti rencontrait dans son débarquement. Et donc, je les ai transformés en niches, qui sont des êtres extrêmement gracieux, qui sont entourés de feuilles, de plumes, qui sont exquises, qui sont ravissantes, qui sont vraiment le plaisir de la planète Nopal. Alors, cette planète Nopal, elle a une curiosité particulière parce que elle a été créée par un dieu qui n'existe pas, qui s'appelle Mandrake. Parce que Mandrake, pour moi, est une bande dessinée fondamentale. Enfin, je parle surtout des 4 ou 5 premiers épisodes, dans lequel finalement, c'est un des rares héros de bande dessinée qui n'est pas méchant. C'est pas quelqu'un qui tue, c'est pas quelqu'un qui attaque, qui agresse, qui punit. Et s'il punit, il est puni par le miracle, il est puni par le virtuel. C'est vraiment un des premiers super-héros qui crée de la virtualité.
Et donc, il a créé, tout en n'existant pas, cette planète Nopal dans laquelle se réunissent tous les gens de l'univers qui viennent y passer soit la fin de leur vie, soit toute leur vie. À l'occasion, là, c'est vraiment un couple qui s'appelle, donc lui, Lottie, sa femme s'appelle Marjorie, et ils viennent y finir leur vie, mais enfin, ils sont encore jeunes, hein, la question n'est pas là. Et il a 120 ans. oui, c'est ça, il a 120 ans, oui, c'est pas grand-chose à l'époque. Et donc, le problème, c'est que finalement, c'est une utopie, mais malgré tout, il faut exister et prouver qu'on adhère à cette utopie. Parce que finalement, c'est facile, ça permettrait à n'importe qui d'y arriver, de perturber entièrement cet environnement gracieux dans lequel les ballons des dirigeables se promènent dans le ciel, il y a des poèmes qui sont accrochés aux ailes des oiseaux, des papillons. Enfin, tout est merveilleux, tout est beau, tout est simple, les rapports entre les gens sont exquis. Donc, il faut quand même que les gens qui arrivent puissent prouver qu'ils partagent complètement cette idée de l'utopie et de cette union absolument généreuse entre les êtres. Et donc, toute l'histoire du roman, donc c'est pour ça, parce qu'une utopie, ça peut être mortel si on ne fait que décrire le bonheur, il n'y a rien de pire que ça. En réalité, donc, il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi le fait qu'il faut passer par un certain nombre d'épreuves. Et c'est pas des épreuves initiatiques ni des épreuves mystiques, ce sont des épreuves extrêmement bizarres, faites par deux personnages qui sont Séville, le Sartre, et Alani Lénivola, le Freud. Et ces deux personnages-là doivent persuader l'environnement, les autres extraterrestres, que Marjorie et Lottie sont dignes d'habiter Nopal, qui est une planète extrêmement bizarre, qui est un peu hélicoïdale, qui tourne sur elle-même, qui est concentrée par une vallée centrale, où tout est beau. Donc toute cette histoire est là, c'est l'histoire donc de ces deux personnages qui vont essayer de s'intégrer, et donc toute la novella va se développer autour de cette volonté d'adhérer à l'utopie. Voilà. Il y a toute une façon de faire justement pour tester cette adhésion à l'utopie. Alors d'une part, par rapport à ce que tu disais à l'instant, il y a un aspect, enfin je trouve qui est frappant, c'est que oui, un des moyens quand même de filtrage, si on veut, enfin en tout cas de tester la sincérité des adhérents à Nopal, c'est en gros de leur demander de tout abandonner. Enfin, parce oui, que, ça de toute façon, oui. Voilà. Oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a absolument rien qui correspond à notre vie commune. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est que vraiment, il faut aussi prouver qu'on a vraiment envie de le faire. Donc effectivement, et c'est fait sans emphase, mais dans les 10-15 premières pages, on apprend qu'effectivement, ça a coûté déjà très cher, volontairement, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait à acheter, que les visas coûtent une fortune, etc. Et que c'est vraiment conçu aussi pour que si tu viens te présenter à la fin sur la planète et pour y être accepté, tu arrives nu, quoi, hein, quasiment, même si tu étais très très riche auparavant. Ouais. Et il y a vraiment ce côté, bon voilà, on repart un peu d'une sorte de table rase. Voilà. Et après, on va voir ce qui se passe. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce mécanisme alors de test, d'initiation, là où les deux personnages sont très intéressants, Lottie et Marjorie, c'est que le test est un peu réciproque en réalité. Oui. C'est que aussi, c'est bon, cette utopie, c'est bien là, mais est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est une vraie utopie? Est-ce que c'est vraiment bien? Oui, pour moi, c'est une utopie qui est vraiment bien. Pour moi, c'est parfait. Oui, mais eux se posent la question. Eux se posent la question, mais donc ils vont rencontrer d'ailleurs une difficulté très bizarre parce que finalement, il n'y a pas donc il y a des immenses magasins où on peut se procurer tout ce qu'on veut. Le seul problème, c'est que si on prend quelque chose, on vous prend un mot. Et ce mot, vous ne pouvez plus le trouver. Et donc, c'est en particulier terrifiant pour Lottie, puisque le mot qu'on lui prend, c'est la terre. Le mot terre, donc il ne peut plus le retrouver. Et donc, c'est pour ça qu'il va essayer de le retrouver à travers ses épreuves. Et d'autre part, Marjorie va subir une autre série d'épreuves, et tous les deux vont
finalement, c'est quand même aussi une grande histoire d'amour, parce que ce sont deux personnages qui sont extrêmement amoureux l'un de l'autre, qui ont toujours vécu ensemble, et c'est un peu mon histoire. Et donc, j'ai voulu montrer comme quoi, en même temps, deux personnages qui sont totalement collés l'un à l'autre au cours d'une très très longue vie, puisque effectivement, le personnage ont plus de 100 ans, il y a entre eux une différence fondamentale qu'ils ont réussi à combler, combler uniquement par le dialogue, parce que finalement, un couple n'existe que par le dialogue. C'est par le dialogue, par le fait qu'on se parle toute la journée, qu'on échange des mots, même si on n'est pas d'accord, même si on s'injurie, même si... De toute façon, à partir du moment où on n'attaque pas personnellement l'individu, mais qu'on attaque que ses idées, on peut très bien vivre un vie de couple absolument extraordinaire, dans lequel les échanges font renouvellent en permanence le désir de vivre ensemble. Et aussi, j'espère que dans ce roman, dans cette novella, on ressent cet amour que l'un porte envers l'autre et en même temps la difficulté d'être ensemble, puisque finalement c'est un peu le sujet de la fin de la novella. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais c'était pas une boutade, hein, c'est que pour moi, enfin, je pense qu'un Seigneur de Lottie, c'est avant tout une histoire d'amour, hein, Oui. et une histoire d'amour de, justement, pas d'un couple non plus ordinaire, c'est un couple de, enfin, je pense que toute la novella est faite pour nous le faire comprendre et pour nous en persuader. C'est un couple justement d'épicuriens, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire pas au sens galvaudé, mais au sens philosophique du terme, donc qui ont résolu finalement dans leur couple énormément de choses dans leur vision de la vie, qui savent qu'ils sont proches de Sam Levy, parce que ça, c'est pas une surprise. Dès la première page, on nous dit qu'ils sont venus pour finir leur vie sur Nopal, et ils savent, peu ou prou, que cette fin, justement, ils ont atteint un âge respectable, ils sont en pleine possession de leurs moyens, etc., parce que ça, bon, sans que ce soit dit, parce qu'on sait, on lit tous de la science-fiction, donc on n'a pas besoin, justement, qu'on nous écrive en petits caractères, oui, les moyens technologiques qui permettent, on l'a compris. Mais en revanche, ils savent que ça va pas durer 30 ans, hein, sur Nopal. C'est une gestion quand même de fin de vie de couple. Et ça qui est magnifique, c'est qu'avec toutes les convictions, toute l'histoire qu'ils ont, malgré tout, quand l'amour est confronté à la fin, bah c'est pas si simple, quoi. Pas si simple. Et c'est magnifiquement fait parce que c'est fait tout en pudeur. Il y a pas de, il y a rien qui est surligné. C'est tout à sentir, à ressentir, et ça fonctionne extraordinairement bien. C'est-à-dire que et même s'il y a beaucoup, je trouve il y a un ton aussi qui est très farceur dans la façon de mener les tests, dans la façon justement de manier ces extraterrestres. Oui, il y a des personnages extrêmement bizarres. Mais ça désamorce parce que sinon on commence à pleurer au bout de 30 pages. Hein. S'il n'y a pas justement une espèce de vague d'humour on va pas prendre ça complètement au sérieux, même si en fait c'est extrêmement sérieux. Et je trouve que c'est superbement fait, quoi, pour arriver à cette fin que moi je vais sûrement pas dévoiler, hein, parce qu'on a déjà dévoilé beaucoup trop. Mais c'est très très beau, c'est surprenant parce que justement le jeu entre le ton adopté et le fond de ce dont on parle, je trouve est quelque chose de surprenant et de poignant en fait, et que au moment où on referme cette petite novella, enfin non cette longue novella, ce petit roman, on se dit waouh, qu'est-ce que je viens de lire exactement, c'est pas ce que je croyais en démarrant les 5 premières pages à Galaxy City. Avec tout ce qui foisonne là dans la cité spatiale, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui s'impose en finalement peu de pages de façon très très forte. Donc c'est assez impressionnant. Et donc comme c'est une histoire d'amour, on va pouvoir en parler parce que Black Bottom c'est aussi une histoire d'amour. Oui, c'est aussi une histoire d'amour. Je vais parler de Black Bottom. Donc Black Bottom, là c'est un roman. C'est quoi son histoire à Black Bottom, lui? C'est pas la même. Non, c'est pas du tout la même. D'une part, bon, c'est aussi quelque chose qui me... Bon, du fait que ma femme était critique d'art, que moi j'ai toujours vécu dans l'art contemporain, moderne, contemporain, même ultra contemporain. Donc c'est quelque chose que je connais bien et pour laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, surtout sur la façon dont le marché aujourd'hui a pris un peu le pas sur ce que c'était auparavant des collectionneurs d'art que j'ai bien connus et qui vraiment partaient pas du tout sur la spéculation, bien qu'on ne peut pas dire que personne ne pensait qu'un jour l'œuvre qu'il achetait vaudrait un jour quelque chose, mais enfin, c'était avant tout un amour, parce que pour quelqu'un qui aime la peinture, le désir de l'achat, c'est quelque chose d'absolument bouleversant. C'est-à-dire que vraiment, quand quelqu'un a envie d'une œuvre picturale,
le fait de l'acheter, de la posséder, c'est vraiment un traumatisme profond, puisque après, les gens peuvent garder une œuvre qui finalement est un tableau statique dans lequel il y a une image fixe, et pourtant, on peut y trouver pendant 50 ans des choses extraordinaires, toujours nouvelles, qui vous amènent. Il y a une espèce d'appropriation qui est très très forte dans l'acquisition d'une œuvre d'art. Enfin, je parle jusqu'à présent dans ce que j'ai connu quand j'étais petit, puis un peu plus grand, puis par la suite. Donc j'ai voulu parler un peu de la transformation donc du marché de l'art, et surtout j'ai voulu montrer ce qui n'est pas tellement habituel. On peut dire que c'est un roman de science-fiction, on peut dire que c'est un roman fantastique, on peut dire que c'est un roman de spéculative fiction. Il y a aussi pas mal de suspense. Mais avant tout, il y a surtout le fait que ça m'intéressait de pouvoir montrer comment l'art allait pouvoir évoluer dans ses extrémités par rapport à ce que j'ai vu dernièrement dans l'art contemporain, puisque avec ma femme, chaque année, depuis toujours, on va à la Biennale, et comme elle a une connaissance extraordinaire de l'art, pendant des années, moi j'étais bien supérieur à elle, et je connaissais tout, puis petit à petit, comme elle devenait critique, elle connaissait beaucoup plus que moi, donc elle connaissait tous les peintres, donc finalement, moi j'avais, à partir des années 90, j'ai eu un recul profond par rapport à l'art qui était en train de se faire. Je veux dire qu'il y a des choses qui ne me bouleversaient pas, en particulier Jeff Koons et des tas d'autres choses de ce genre. Et je ne dis pas, il y a pire que ça. Et donc, quand j'allais à la Biennale ces derniers temps avec elle, d'ailleurs, finalement, j'y suis allé 5 jours avant sa mort. On a passé 10 jours à sillonner Venise dans tous les sens. On était en pleine forme, tout était bien. Et ce qui était extraordinaire, c'était qu'elle me montrait tout ce qu'il y avait d'intéressant dans ce que je ne voyais pas. Et petit à petit, c'est ça. L'art, c'est un apprentissage. Si on refuse d'emblée, on est complètement perdu et on ne peut rien aimer. Mais si on se laisse aller petit à petit, et surtout si on vous explique pourquoi, où l'artiste a voulu en venir, à partir d'où, on a vraiment une sensation totalement différente. Bon, ça c'est un aparté, ça n'est pas exactement le roman, mais enfin ça fait quand même partie de ma connaissance personnelle qui me permet d'écrire ce livre qui n'est pas toujours tellement facile d'écrire sur l'art contemporain, étant donné qu'il est devenu un marché international. Mais ça, c'est une chose, enfin, si je peux me permettre, que je trouve à la fois très audacieuse et très réussie. C'est que justement, pour évoquer l'art contemporain dans toutes ses évolutions, ses ramifications, ce qui est prometteur et ce qui, au contraire, est un peu, enfin, inquiétant, enfin, pour dire le moins, il y a matière à faire un essai, quelque chose de très docte, ou quelque chose soit très docte, soit très joli. Et il y en a beaucoup, et il y en a même énormément. Il y en a même quelques-uns ici sur les requins qui valaient des millions et tout ça, qui d'ailleurs qu'on retrouve évidemment en filigrane dans Black Bottom. Ce que j'ai trouvé audacieux, parce que moi je m'y attendais pas, c'est que effectivement le fond de l'essai, tout est là, mais c'est traité sous forme d'un roman d'aventure presque picaresque par certains moments, c'est-à-dire que vraiment il y a des péripéties sans arrêt, ça court, ça prend des trains, ça prend des avions, ça passe de Paris à Venise par des chemins complètement improbables. Et effectivement, on part d'une situation au départ qui est celle vraiment d'un film noir. Enfin, c'est presque Brésil. Enfin, c'est tout à coup il y a des. Enfin bon, moi j'essaie de pas dévoiler, hein, mais il y a donc des collectionneurs d'art qui sont assez extrêmes dans leur passion. Que ça soit une passion effectivement purement esthétique peut-être au départ, qui est devenue ensuite assez financière, il faut bien l'avouer, que tout ça se mêle de façon un peu compliquée. Mais bon, il y a des gens qui sont radicaux dans leur façon de vouloir récupérer certaines œuvres d'art. Puis il y a des gens qui se retrouvent plongés là-dedans, voilà, qui ont vraiment ce côté du personnage de plus de noir en fait, qui est le kidam qui passait par là, ou presque. Bien sûr, il a quelque chose à y voir, mais lui, ça le dépasse complètement. Et il va jouer ce rôle d'espèce d'ouvre-boîte en fait tout le long parce qu'il va s'atteler au truc par des endroits où on l'attend pas. Et donc c'est ce qui fait le roman d'aventure quoi. Enfin et donc du coup ça part. Et après il y a la partie Venise, on va y revenir parce que la partie Venise est extraordinaire. Mais... Alors sur le plan du fond, je suis parti de l'idée que Einstein avait dit, le physicien italien le cite. Il avait dit, il existe entre le présent
entre le passé et le futur, un présent qui est hors du véritable présent et qui peut durer très longtemps, mais qui n'est pas du tout dans la chronologie. Et donc, mon personnage principal, durant ses études pour devenir agrégé, avec un ami, essayé de trouver ce qu'est justement cette façon de pouvoir pénétrer dans ce présent étendu qui n'existe pas dans la continuité chronologique que nous vivons. Donc il appelle ça l'art réel, puisque ça n'est pas l'irréel ni le surréel, c'est vraiment l'art réel, c'est quelque chose qui se passe. Et tout ça, je pars, si vous voulez, un peu d'une idée que vous avez certainement dû tous rencontrer, quand je sais que ce soit moi ou des amis, etc., qui reviennent de voyage en couple. Et donc, chacun raconte son voyage et finalement, ce voyage n'est absolument pas le même pour chacun. Donc, il y a un espace entre les deux qui est justement cet art réel qu'il faut arriver à découvrir. Donc, ce professeur-là, évidemment, je ne veux pas tout révéler parce que sinon ça perdrait de son charme. Il va lui arriver des tas d'aventures parce qu'il va rencontrer un peintre d'une violence extraordinaire qui s'appelle Festen, qui a créé des choses absolument terribles, des concepts morphologiques interactifs. On ne sait pas au début ce que c'est, on l'apprend à la suite. Mais c'est à partir d'êtres humains, ce sont les êtres humains qui sont venus le trouver et qui l'a changé profondément. Donc un personnage qui est à peu près le plus humain de tous, qui s'appelle Avaro, qui est vraiment une espèce de nain bizarre, avec une langue énorme qui se développe, etc., mais qui est d'une intelligence et qui a des possibilités assez étonnantes, et qui va donc, à la suite du départ de sa femme Irène, partir à Venise pour justement essayer de retrouver les origines de l'art réel et comment on peut arriver à pénétrer dans cet univers intemporel et en même temps qui existe vraiment. Et pour écrire la suite de ce roman qui se passe dans le premier temps à Paris, où justement il rencontre Festen, où des tas d'aventures lui arrivent par rapport au maire de Paris qui veut s'emparer des œuvres, etc. Enfin, tout ça c'est encore un début. Donc j'ai eu la chance, justement grâce à ma femme, d'être invité dans une fondation américaine à Venise, et ils m'ont offert 2 mois. Et je me considère, moi, personnellement, comme un écrivain photographe. Parce que depuis toujours, j'ai fait beaucoup de romans à partir de photographies, ou de toute façon, j'ai utilisé des photographies pour poursuivre des romans. Et je crois que finalement, il y a tellement d'écrivains voyageurs que me définir comme écrivain photographe, bien que je sois aussi un écrivain voyageur, me permet d'échapper un peu à la facilité. Donc, pour écrire ce roman, j'ai un peu exercé comme je l'avais fait pour d'autres. J'ai donc vécu pendant 2 mois à Venise et j'ai photographié tout ce que personne ne voit, c'est-à-dire des petits coins perdus, des endroits où personne ne va, surtout la nuit, des ombres, des lumières, des magasins qui sont crépusculaires, des lieux. Parce que finalement, Venise, bizarrement, c'est un endroit où la nuit commence très tôt. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir de minuit, maintenant ça a un petit peu changé, mais pendant très très longtemps, à minuit, tout Venise était fermé. Hein. Donc à partir de là, la nuit à Venise est quand même très particulier parce que dans le temps, il y avait des chats qui se promenaient partout, il y avait des gens bizarres, mais c'est des gens qui échappaient à la doctrine de Venise où tout s'arrête à minuit. Et là, moi, j'ai voulu photographier justement cet espace nocturne que personne ne voit, surtout que les touristes maintenant, parce que finalement, ce qui est tragique, c'est quand même l'invasion qui se produit dans cette ville, qui la transforme en une espèce de Barnum épouvantable. Et j'ai voulu justement parler modestement de cette histoire, mais bon, le principal, c'est quand même avant tout ce qui arrive à mon personnage. Donc il va retrouver à la fois Festen, le peintre, qui est invité, c'est l'invité principal du pavillon français. Je ne sais pas si vous connaissez la Biennale de Venise, mais donc chaque État a un pavillon dans lequel
des critiques choisissent chaque année un représentant qui va occuper le pavillon français, espagnol, italien, allemand, japonais, etc. Et là, lui, Festen est invité avec un ami. Je vais juste donner cette précision parce que c'est important en fait pour ça. Il y a les pavillons historiques, ceux des grands pays en fait, des pays les plus anciennement installés dans la Biennale, sont rassemblés en fait au Giardini, donc un peu à l'extrémité de Venise, dans un endroit assez paradisiaque, enfin et tout. Et là, c'est très solennel. Et puis les pavillons qui sont arrivés plus tard sont eux parfois un peu éparpillés dans la ville, soit dans des bâtiments qui payent pas toujours de mine, mais parce que c'est ce qui était disponible, soit parfois dans des palais qui ont été rénovés exprès. Donc il y a aussi un enjeu sur où se trouvent les différents pavillons. Voilà, il y a ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire que dans tout Venise, il y a des petits États qui créent des petites expositions qui sont souvent passionnantes d'ailleurs. Alors à partir de ce recueil d'images photographiques de la nuit à Venise, donc j'ai raconté toute l'histoire de ce qui va se produire à partir du moment où mon héros principal, avec son compagnon Avaro, va essayer de retrouver le sens de l'art réel et surtout va accompagner Festen qui va vouloir se servir de lui et de cet art réel pour créer des œuvres d'art tout à fait particulières, en particulier ce qu'il appelle l'art terroriste. Et l'art terroriste, que je ne décris pas parce que finalement, à partir du moment où on le décrit, ça n'a plus tellement d'intérêt. Mais le seul intérêt, c'est que cet art terroriste, c'est un art d'une violence extraordinaire, mais qui ne tue personne. Simplement, c'est provoquer la terreur dans un lieu qui est complètement occupé par le bonheur des gens, des touristes qui se baladent partout, etc. C'est un peu une manière de dynamiter la ville de la fois dont elle est occupée par des millions de Chinois, des gens du monde entier, des Italiens eux-mêmes, des Français, de tout le monde. Il y a le monde entier qui est là. Et donc cet art terroriste va un peu foutre le Black Bottom. Parce que Black Bottom, si vous voulez, c'est un titre qui m'est venu par la suite et qui est... Tout le monde, en réalité, ça veut dire cul noir. Mais en réalité, Black Bottom, c'était une danse qui est née à la Nouvelle-Orléans et qui s'appelle Black Bottom parce que il y a une partie du Mississippi qui est couverte par du sable noir et cet endroit, c'est l'endroit le plus ignoble de la Nouvelle-Orléans dans lequel habitaient les Noirs et ils ont inventé cette danse, le Black Bottom, qui à l'époque, dans les années 20-30, était encore beaucoup plus connu que le Charleston, alors qu'on a retenu surtout le Charleston. Mais surtout, il y a un côté un peu vaudou, puisque c'est né à la Nouvelle-Orléans, et en même temps, c'est une danse, vous avez qu'à essayer de regarder sur YouTube, vous verrez des démonstrations de Black Bottom absolument extravagantes, je crois que vraiment personne n'a dansé de cette façon, et c'est un peu ce que j'ai essayé de rendre dans ce roman qui est aussi un peu excité, un peu effervescent, et qui montre un peu la qualité de la vie des gens qui sont en charge de choses intéressantes comme l'art, comme la recherche de l'art réel, comme l'art terroriste. Ouais, mais une des choses, c'est que cette galerie de personnages en fait qui se construit d'abord à Paris, puis qui ensuite, si j'ose dire, justement explose, mais pas au sens propre, hein, explose à Venise. Cette galerie de personnages, elle est étonnante notamment parce que même si elle a des composantes archétypales pour que ça fonctionne en tant que roman d'aventure, en tant que roman presque un peu feuilletoniste, donc il y a des traits méchants, mais chapitre après chapitre, en fait, il y a de l'épaisseur. C'est-à-dire que même les traits méchants, ils sont beaucoup plus subtils que ce qu'on peut s'imaginer au début. Les policiers, ils sont pas que policiers. Les maires avides sont pas nécessairement que des maires avides. Enfin, les maires, pardon, je parlais pas des maires, les maires de Paris, enfin notamment, mais pas que. Il y a aussi les maires de Venise. Et en fait, les personnages prennent de l'épaisseur jusqu'au bout. Enfin, y compris quand on arrive dans les scènes les plus. Et après, moi, j'en dirai pas plus parce que c'est un moment magnifique. Mais ça, il faut se plonger dedans dans les scènes les plus irréelles, justement, quand la réalité commence à s'échapper de sa boîte de Pandore, en fait. Hein. Et là, ça peut devenir compliqué pour tout le monde, et notamment pour les protagonistes principaux. Mais c'est un moment assez magnifique parce que là,
Et on l'évoquait tout à l'heure, normalement, faut jamais dire ça dans une soirée, mais on l'évoquait tout à l'heure en off. Et voilà, enfin, toutes ces années passées à la Biennale à Venise et puis ces 2 mois de résidence n'ont pas été en vain parce que là, au moins, Venise, on le reconnaît. Enfin, il y a pas d'erreur factuelle, il n'y a pas tout à coup, on arrive dans un truc qui se trouve pas à cet endroit-là, comme certains auteurs ou autrices à succès, en fait, quand on parle de Venise, racontent absolument n'importe quoi et c'est toujours un peu triste. Mais là, non, vraiment, c'est très beau parce que cette ville, ouais, qui est malmenée, dont les Vénitiens eux-mêmes ou les Vénitiennes effectivement souffrent de la présence des paquebots, enfin notamment le travail de Roberto Ferrucci, enfin et des collectifs justement pour essayer de calmer le jeu dans ce domaine. Le fait que, comme toutes les villes extrêmement touristiques, l'inflation immobilière qui chasse les gens, et là on sent la présence d'Airbnb dans Black Bottom qui est là à l'affût. Enfin pas que Airbnb, enfin tout ce qui fait que les gens peuvent plus se loger. Et c'est une toile de fond, mais c'est une toile de fond qui nourrit, qui vient rendre justement l'art réel réel. Et je trouve que c'est fait d'une façon, il n'y a aucun moment on cède à la tentation d'être en train de donner des leçons, d'expliquer oui mais l'art c'est ça et tout. Non, c'est vraiment fait par les personnages et c'est très rusé. Rusé, oui. Ouais, rusé. Rusé. Ben, la réelle est un monde rusé. Et Alors, malgré tout, quand même, il faut révéler quelque chose qui est quand même intéressant, parce que ça n'a aucun rapport avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais malgré tout, il y a quelque chose de fondamental, c'est que, sans qu'il s'en doute, mon personnage principal, qui est schizophrène, c'est vraiment dédoublé. Et c'est pour ça que tout... ça c'est un peu comme si on racontait Fight Club, hein, enfin sans vouloir, dans le genre spoiler. Bon. Non, là, non, franchement, il faut pas le dire, ça. Faut pas le dire. Ici, parce que c'est dit très rapidement. Au bout de 10 pages, on le sait. Ah bon? Oui. Bon, moi, ça m'avait pris plus de temps, hein. Mais bon. Enfin bon, bref, oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais... Non, ce qui est intéressant, justement, c'est ça. Parce que finalement, c'est au cours de ce travail sur la réelle que tout a basculé. Et donc, finalement, mon personnage aussi est absolument amoureux d'une femme qui s'appelle Irène. Et c'est aussi un roman d'amour entre ces deux personnages qui va être extrêmement compliqué, justement, du fait de la diversité des personnages en présence et les influences diverses que les uns exercent sur les uns sur les autres. C'est pour ça que je dirais que c'est surtout un roman d'amour. C'est pas que un roman d'amour, mais c'est surtout un roman d'amour. Parce que dans ce brouhaha de foisonnement aventureux et en fait de passion, mais de passion vorace, hein, qui s'affrontent autour de la passion pour l'art, hein, ce que tu disais tout au début, enfin, que quand les gens ils sont pris d'un saisissement esthétique, même si après s'y mêlent des raisons financières et spéculatives, au départ il y a quelque chose qui est extrêmement violent, on est dans la pure passion. Et en fait la passion amoureuse, tout le long du roman, elle lutte en fait à sa manière contre les autres passions qui sont là, qui envahissent tout. Et là, je vais vous faire un vrai spoiler. Celle qui gagne à la fin, c'est la passion amoureuse. Voilà. C'est bien, non? Quand même, c'est chouette. Mais et après, en plus, il y a un aspect Ocean's 12 parce qu'il y en a un qui est quand même un peu un voleur et l'autre qui est un peu quand même une policière. Oui. Ça, on peut le dire quand même. Donc c'est beau aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ça, pas seulement parce que plus de la moitié se passe à Venise, qui est quand même une ville, voilà, malgré tout ce dont elle souffre, tous ses défauts, toutes ses ambiguïtés, c'est quand même une ville absolument incroyable, qui n'est pas du tout seulement, loin de là, un nid à touristes mondialisés, Dieu merci, qui est plein d'autres choses, même si elle est aussi ça. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, mon premier roman, donc c'était La forteresse de coton, qui est paru en 57. Donc en 57, ça fait longtemps. Mais c'est pas 2057, c'est 1957. Et donc là, pour écrire ce roman, déjà à l'époque, j'avais passé beaucoup de temps. J'allais l'hiver, l'été, en permanence à Venise. Et c'est un peu une réplique, parce que finalement, La forteresse de coton, c'est aussi un roman d'amour, mais un roman d'amour diffus qui se termine justement par la séparation des êtres, tandis que là, au contraire, j'ai voulu montrer la réunification des êtres à travers ce roman.
Et ça m'a permis aussi, justement, parce que comme je connais Venise depuis 1950, j'y suis allé périodiquement, je vous dis tous les 2 ans depuis 1950, donc ça fait quand même une connaissance assez grande, et j'ai vu son évolution. Je crois qu'on voit aussi à travers ce roman l'évolution de la ville telle qu'elle a pu devenir par rapport à son passé historique, qui est encore beaucoup plus lointain que ce que j'ai connu, mais où c'était vraiment une ville morte quand je suis arrivé. Et tout était mort, tout était détruit, tout s'est sombré. Petit à petit, ça a un peu rené de ses cendres et des tas de problèmes se posent, qui sont d'ailleurs un peu décrits là, très légèrement. Mais bon, c'est un roman sur l'amour, c'est un roman sur Venise, c'est un roman sur l'art, et toutes ces composantes finissent par faire justement cette espèce de danse effrénée d'un bout à l'autre du roman. Ouais, ça, on a l'impression qu'on a parlé de choses enfin, très sérieuses, et ce sont des choses très sérieuses. Et c'est quand même dans un cadre qui est celui d'un vrai roman feuilleton d'aventure, Oui, où c'est haletant, enfin, ça je trouve que cette synthèse qui est quand même assez délicate, parce que bon, c'est pas facile de faire un roman d'aventure, un roman feuilleton où en fait, sous chaque pierre ou sous chaque transit brutal dans une gare suisse improbable, en fait, il y a quelque chose qui se passe, qui renvoie à une conception de l'art contemporain, c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui peut déclencher une relation d'amour entre deux êtres. Enfin, donc il y a quand même un travail de... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit rusé, c'est peut-être un peu abusif, mais peut-être que j'aurais dû dire machiavélique à la place, enfin, histoire d'enfoncer le clou. Mais... Non, mais il y a vraiment une formidable technicité en fait pour manier des choses assez fondamentales, quoi. Et ça, je trouve que c'est beau parce que bah, c'est pas facile à faire, quoi. Donc bravo, quoi. voilà. De toute façon, moi, j'ai toujours écrit des romans feuilletons. Ouais, est-ce que vous auriez des questions dans le public, l'assistance, la salle? Parce que sinon, on peut bien entendu ensuite continuer la discussion autour de quelques verres et de non pas de façon plus intime, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, si vous avez des questions plus personnelles. Non, parce que si on commence à parler de plus intime, en plus qu'on vient de parler de 2 romans d'amour, où il y a des composantes de sexe quand même non négligeables, hein, disons. Voilà, disons-le, mais moi, c'est que je suis très pudique, moi je voulais pas trop dire le fait que c'est quand même des limites pornographiques, hein, enfin, et d'ailleurs on a mis des étiquettes, on va pas en parler en ce moment, parce qu'en plus, comme il y a des controverses dans les journaux terribles sur des choses, où est-ce qu'il faut classer les romans pornographiques, c'est bon. Non, non, franchement, ça va. Ça peut se mettre entre toutes les mains, disons-le tout net. Et, euh, et puis c'est beau, quoi. Tombez ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Curval. Merci. Merci.